France Maghreb 2. Bienvenue tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est votre LGF, votre rendez-vous quotidien, 16h-18h, votre rendez-vous de référence, l'émission qui vous ressemble et qui vous rassemble. Tous les jours, dès 16h, soyez les bienvenus avec aujourd'hui pour m'accompagner, monsieur Redouane Moumine. Bonjour Redouane. Bonjour. Salut Christophe. Aujourd'hui, t'as eu nickel. J'ai pas fait de bug, rien. Oui, c'était parfait. Tout va bien. Redouane est avec nous et il va nous parler de quoi dans son avis tranché tout à l'heure. J'ai envie de dire chasser le pétrole et il revient au galop. Ah bah oui, ça oui, effectivement. Coup de cœur qui sera consacré une nouvelle fois à des militantes palestiniennes. Exactement, donc incarcérées en détention administrative dans des prisons israéliennes et qui sera le moyen de faire jonction avec les situations de Salah Hamouri. Exactement, et puisqu'on parle de Salah Hamouri, écoutez plutôt le sommaire, il est sympa. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum, direction Clichy pour commencer, des tracts antisémites ont-ils été distribués par des musulmans pendant leur prière de rue. Retour sur cette intox. Le Premier ministre libanais démissionnaire Saad Hariri devrait arriver à Paris dans les tout prochains jours à l'invitation de Emmanuel Macron, a-t-on appris hier soir. Le président français s'est entretenu avec lui, avec le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, a indiqué l'Elysée. Depuis sa prison du Negev, où il est détenu arbitrairement en détention administrative sans procès ni charge depuis le 23 août, et après avoir passé 2 semaines dans un centre d'interrogatoire, Salah Hamouri, avocat franco-palestinien, militant des droits de l'homme, a réussi à faire parvenir une lettre à ses avocats. Elle sera lue dans le grand forum par son épouse, Elsa Lefort, tout à l'heure. La question LGF du jour, quand les députés communistes et la France insoumise et certains de la République en marche quittent l'hémicycle, le député Meyer Habib les traite d'islamo-gauchistes. Ont-ils bien fait selon vous de pratiquer la politique de la chaise vide? Vous répondez oui ou non sur le Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Nous prendrons écho des toutes premières tendances dans un instant. Libertad, et pour finir, vous avez la parole, alors prenez-la tout à l'heure en fin d'émission au 01 40 33 9000. Alors moi je kiffe ce morceau, c'est pour ça que j'ai choisi en guise de coup de cœur. C'est Papa et c'est Big Flo et Oli, extrait de leur dernier album, et le monsieur que vous entendez chanter en espagnol, c'est leur papa. Je te promets papa, je t'en voudrais. Et vraiment un album à découvrir parce que j'ai eu l'occasion d'en écouter quelques extraits, et je peux vous dire voilà, c'est du texte, c'est des artistes purs et durs qui nous viennent de Toulouse, Big Flo et Oli, et pour certains morceaux, eh bien, il y a la patte Stromae derrière, donc forcément, ça peut être que bon. Voilà, Damien, je sais pas si, Redouane, je sais pas si t'aimes bien ou... Ah, j'ai adoré, je connaissais pas du tout, c'est excellent. Ouais. C'est frais. Ouais, c'est frais, c'est sympa. C'est très ensoleillé, quoi, très soleil. Très son soleil, en tout cas, sur France Maghreb 2, le grand forum. Dans un instant, on va essayer de décortiquer cette nouvelle affaire, qui heureusement et pour le coup, eh bien la presse a fait son boulot et a trouvé eh bien justement une intox, mais une belle intox du côté de Clichy, vous savez, en rapport avec ces prières de rue. On va essayer de tout vous raconter, et puis on fera le point sur la question du jour qu'on vous rapporte maintenant, et qui est la suivante par rapport à ce qui s'est passé hier à l'occasion de la séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale hier après-midi. Meyer Habib a pris la parole, évidemment jamais pour parler de la France, mais toujours pour parler d'Israël, à croire que c'est plutôt un député israélien qu'un député français. Et eh bien ils se sont levés, les communistes, les insoumis, et je peux même vous dire, d'après mes informations qui sont sûres et vérifiées, et que certains de la République en marche sont partis, ont quitté l'hémicycle, eh bien il les a traités d'islamo-gauchistes. Meyer Habib, bon, il dit rien d'extraordinaire de sa part, en tout cas dans sa bouche. Est-ce que, et la question que l'on vous pose, est-ce qu'ils ont bien fait de pratiquer la politique de la chaise vide? Eh bien vous répondez oui ou non sur Twitter, LGF officiel, ainsi que sur Facebook, la page francemaghreb2.fr. Bon on peut dire que sans donner les résultats, on est dans un instant, que les résultats sont sans appel pour le coup. À découvrir aussi tout à l'heure un moment important et émotion garantie. Elsa Lefort, épouse de Salah Hamouri, ce franco-palestinien qui est en prison de manière arbitraire, comme des milliers de Palestiniens dans les geôles israéliennes. Eh bien elle nous lira la lettre que Salah Hamouri a fait parvenir à ses avocats, une lettre dans laquelle il remercie tous ceux qui le soutiennent. Il raconte de la manière avec laquelle il a été arrêté et ces prisonniers qu'il a revus et à qui il n'a pas pu répondre. Voilà, on découvrira donc cette lettre tout à l'heure, lue par Elsa Lefort, son épouse. Bienvenue à vous, c'est votre rendez-vous de référence sur France Maghreb 2. Oui, n'ayons pas peur des mots, c'est le grand forum avec aujourd'hui Redouane Moumine qui est avec nous jusqu'à 18h.
LGF, le grand forum, messieurs dames, avec notre Redouane Moumine qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour à tous. Sur France Maghreb 2, le numéro de téléphone évidemment pour intervenir dans cette émission à n'importe quel moment. Je vous le redonne, 01 40 33 9000. Il n'y a pas de filtrage. Voilà, vous arrivez ici, vous parlez, vous échangez, vous nous donnez votre avis parce que ici nous intéresse. Et au travers d'une question que l'on vous pose aujourd'hui, de ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale, on écoutera d'ailleurs l'extrait tout à l'heure dans le zapping. Voilà, bon, un petit moment de gloire que s'est offert le député français, pardon. Non, je l'ai fait volontairement pour le coup là. Meyer Habib hier, et quand Meyer Habib a commencé à dire que Salah Hamouri était un terroriste, eh bien, les députés communistes ainsi que de la France insoumise et puis certains de la République en marche ont quitté l'hémicycle. Du coup, il les a traités de islamo-gauchistes. Hein. Bon, un terme qu'il a souvent peut-être employé avec son ami Manuel Valls. Ceci étant, la question je vous la pose moi aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont eu raison de pratiquer la politique de la chaise vide, de partir quoi? Eh bien, vous répondez oui ou non sur Twitter, LGF officiel, sur Facebook, France Maghreb 2. Et pour l'instant, le résultat est sans appel. 90% de oui sur Facebook, 80% de oui sur Twitter. Donc je vous laisse imaginer la suite. Donc non, quand même, il y a quand même 10% qui disent que non, ils ont eu tort de pratiquer la politique de la chaise vide, et 20% sur Twitter. Vous continuez de voter en tout cas, de nous donner votre avis sur le coup, et vous pouvez aussi nous appeler en direct pour nous donner votre avis. 01 40 33 9000. Et ils ont bien fait Redouane de quitter l'hémicycle? Ouais, c'était pas mal parce que déjà c'est quoi? Déjà ça a médiatisé, tous les médias se sont jetés sur l'information. Donc... Et ça permet de parler de Salah Hamouri aussi. Exactement, et ça permet aussi de remettre en question le discours de certains parlementaires qui se permettent par exemple de comparer Daesh à des partis politiques palestiniens dans l'hémicycle, ce qui en plus d'être un contresens met en danger les valeurs de notre République. Effectivement. Donc voilà, vous répondez en tout cas, n'hésitez pas. Et on rappelle d'ailleurs que des parlementaires, des sénateurs, des députés envisageaient donc de partir en voyage en Israël pour y rencontrer le leader charismatique des Palestiniens, Marwan Barghouti, ainsi que Salah Hamouri, et donc justement Meyer Habib a reproché évidemment à la France, et la réponse de la ministre de la Justice est plutôt pas mal d'ailleurs, puisqu'elle dit que c'est absolument pas normal que les députés français, que ce groupe parlementaire ne puisse pas aller en Israël rencontrer qui ils veulent. Donc voilà, c'était un voyage qui devait débuter je crois samedi, et qui les autorités israéliennes ont fait part, donc ont adressé une fin de non-recevoir concernant cette visite de parlementaires dans les territoires occupés samedi. Voilà. Et donc c'est pour ça d'ailleurs que Meyer Habib a posé cette question et interpellé directement donc le gouvernement pour le coup. On écoutera donc tout à l'heure l'illustre personnage et bien sûr la réponse derrière de la ministre de la Justice. 01 40 33 9000. Je voulais vous parler tout d'abord de cette affaire qui a pris beaucoup d'ampleur médiatique depuis vendredi dernier. Pourtant ça fait depuis quelques semaines, voire quelques mois que ça dure. Ces fameuses prières de rue du côté de Clichy dans le 92. Elles ont débuté parce que effectivement vous aviez un maire qui a été élu en 2015 et qui avait pourtant s'était engagé à ce qu'il y ait une mosquée plus proche du centre-ville afin que les habitants de Clichy puissent jouir et bénéficier donc de ce lieu de culte pour y faire leurs prières le vendredi, puis à n'importe quel moment évidemment quand l'heure est indiquée. D'ailleurs, pour ceux qui ont la mémoire courte, qui sont un petit peu amnésiques, voici ce qu'avait dit le maire de Clichy juste après l'élection. Je vous remercie de m'avoir élu en tant que maire et de m'avoir fait confiance pour briguer ce mandat. La construction d'une mosquée pour les musulmans clichéois leur permettant d'exercer leur culte dignement est indispensable. Moi, Rémi Museau, j'atteste et je m'engage en tant que maire pour la construction d'un centre culturel et cultuel musulman rue des Stendors en confiant le projet à l'association musulmane de Clichy, MDC, pour la partie cultuelle et à l'association Rencontre et Dialogue pour la partie culturelle. Je m'engage à ce que le permis de construire qui va être déposé soit rapidement traité par les services municipaux afin de ne pas retarder le démarrage des travaux. Je m'engage à faire passer au conseil municipal et à faire voter en tant que maire les projets de bail amphithéotique pour chaque partie culturelle et cultuelle permettant de lancer le programme de construction ou d'envisager une cession de parcelle. Je m'engage en tant que maire à faire voter par la ville le financement de la partie culturelle. Attestation établie pour avoir ce que de droit. À Clichy le 7 septembre 2015, Rémi Museau, maire de Clichy.
Voilà, le 7 septembre 2015. Ça, c'était les engagements du maire de Clichy. Bon, bah, les paroles ne valent que ceux qui y croient finalement, puisque que nenni, les paroles se sont envolées, et du coup donc on a eu cette situation ubuesque vendredi dernier, avec des personnes à l'appel de Rémi Museau, donc le maire de Clichy, qui sont venus manifester contre ces personnes qui prient dans la rue depuis à peu près 8 mois maintenant à Clichy tous les vendredis. Ça se passe dans le centre-ville, je crois, tout proche de la mairie d'ailleurs. Ils sont venus avec des drapeaux français, en chantant la Marseillaise, en insultant évidemment ceux qui étaient en train de prier, en les violentant aussi, paraît-il. Et le maire a eu un espace médiatique assez important sur LCI, dans différents journaux, dans différentes presses, dans laquelle il indique qu'il a retrouvé, on lui a rapporté des tracts antisémites, des tracts sur lesquels il était écrit si vous attrapez un juif, il faut le tuer. Sauf que la presse a bien fait pour travail, et on va les saluer. C'est Libération qui a démasqué ce pur mensonge, parce que en fait ce tract qui a été rapporté au maire viendrait d'une personne qui justement serait de l'extrême droite, pour faire simple, qui aurait distribué des tracts de 2 feuilles recto verso, sur lequel il était écrit des passages du Coran, bien choisis d'ailleurs pour le coup, signés en gras pour quelques-uns d'entre eux, bien entendu très très mal interprétés et très mal traduits, vous devez vous en douter, et des tracts qui ont été distribués donc par une personne qui était tout sauf musulman. Donc il y avait une volonté, pour le coup, de la part du maire, je ne sais pas moi, ou peut-être de certaines personnes, de faire passer ces tracts donc antisémites venant de la part de ceux qui priaient dans les rues de Clichy, donc tous les vendredis. Alors voilà un petit peu l'intox donc démasqué par le journal Libération, Redouane. Ça montre bien encore une fois un énorme problème, et ce qui fait d'ailleurs peut-être référence à ce que nous alerte le directeur de la DCRI, qui est sans aucune transition inquiet des différentes attaques ou explosions possibles qui pourraient venir de ceux qui reviennent de Syrie, mais aussi il pointe du doigt ces partis identitaires, fascistes, extrême droite et compagnie, qui effectivement, et on l'a vu d'ailleurs dans certains pays, Redouane, pourraient commettre des attaques, des attentats pour faire passer ça exactement au nom des musulmans. Bon, voilà un petit peu l'inquiétude de la DCRI. Alors un petit peu ton regard sur toute cette affaire là, l'arroseur arrosé, puisque le maire s'est bien fait remoucher après s'être offert un bel espace médiatique sur LCI, dans France Soir, dans différents journaux, dans le Figaro. Eh bien, voici qu'il a été remis à sa place par le Libération. Et là, les médias sont quand même un peu silencieux pour le coup. Alors, eh bien, il fallait pas que ça s'arrête là, parce que hier, ça s'est invité à l'Assemblée nationale, cette question. Une question de Gilbert Collard. Bah oui, on n'entendait pas moins de lui. Et voici la réponse. Alors là, moi, je la trouve extraordinaire, cette réponse du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Écoutez ce qu'il a répondu à la question donc de Gilbert Collard, qui a, en tant qu'acteur qu'il est, bien orchestré le truc, en disant que c'était absolument scandaleux, etc., etc. La réponse du ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Gilbert Collard, vous avez évoqué la situation de Clichy-la-Garenne. J'avais moi-même été alerté par un de mes amis qui disait qu'au cours de ces prières de rue, des tracts antisémites avaient été distribués. J'ai demandé évidemment une enquête immédiatement, et il apparaît que la personne qui avait distribué ces tracts visait à discréditer la communauté musulmane et ne faisait pas partie de cette communauté. Comme quoi, la vérité peut être un peu plus complexe qu'on ne l'a décrit. J'ai donc demandé au préfet de prendre contact avec à la fois les élus de Clichy-la-Garenne et en même temps avec la communauté musulmane, afin que le problème soit résolu. Il ne peut pas y avoir de prière de rue, mais en même temps, il convient
que les musulmans de Clichy-la-Garenne puissent avoir un lieu de culte décent. C'est cela la laïcité à la française, celle que décrivait Aristide Briand lorsqu'il disait que la loi de 1905 était une loi de liberté. Liberté de croire ou de ne pas croire, liberté de pratiquer le culte de son choix, pourvu que ce soit dans le respect de l'ordre républicain. C'est ce que veut faire ce gouvernement. Une salve d'applaudissements par la suite pour le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, qui pour le coup là a été une intervention de qualité, de qualité, de haute qualité de monsieur Gérard Collomb, pour le coup, qui a, voyez, alors tout ce que j'ai illustré, tout ce que je disais depuis tout à l'heure, est intervenu de la part du premier flic de France, le ministre de l'Intérieur, Redouane. Déjà il faut féliciter le travail de Libération qui est vraiment une belle surprise, et s'inquiéter du manque de discernement et du manque de réalisme et de recherche de contexte de la part des autres médias. D'abord, nulle part n'a été posé la question de pourquoi ces gens pris dehors. Ils avaient une salle de prière qui était dans le quartier où devait être construit le nouveau centre cultuel. Ce qu'on ne dit pas, c'est qu'ils ont été éjectés par les CRS de cette salle de prière un jour, et qu'ensuite la salle a été fermée. Il faut considérer donc que ces prières de rue sont un acte de contestation et également de désobéissance civile. Je ne dis pas qu'elles sont légales, je ne dis pas qu'elles sont acceptables, je dis qu'il faut les comprendre comme telles, et que, effectivement, si on n'a nulle part où prier, on peut considérer que c'est un acte de désobéissance civile de le faire dans la rue, pour ne pas être oublié. L'autre chose qui est très importante et que les journaux devraient nous rappeler, c'est que lorsqu'il y a des prières de rue, il y a les RG. Donc RG anciennement, aujourd'hui la DCRI. Il faut pas croire que dans la communauté musulmane, il n'y a aucune surveillance et que le ministère de l'Intérieur n'est pas là. Donc les RG surveillent, et s'il y avait des personnes qui s'avéraient être dangereuses pour la République ou pour la sécurité des personnes, ou qui appelaient au meurtre, ces personnes-là, elles auraient été attrapées aussitôt. Il y a une surveillance générale. Donc probablement que pour cette fois-là, de manière inopinée, quelqu'un est arrivé et a balancé des tracts un peu partout, mais si c'était quelque chose de plus régulier ou qui concernait la plupart des gens qui priaient, évidemment la police aurait déjà fait une enquête préalable, ce qui n'a pas été le cas, et les médias auraient dû le dire. Effectivement, et je précise que dans cette affaire, une association musulmane a porté plainte contre le maire de Clichy pour diffamation évidemment, et pour des violences aussi qui ont été commises par quelques-uns de ses soutiens. Si vous êtes d'ailleurs habitant de Clichy dans le 92, vous pouvez nous appeler pour nous donner un petit peu votre ressenti, et surtout un petit peu pour nous dire quelle est un petit peu cette tension perceptible visiblement. On se demande d'ailleurs ce qui va bien pouvoir se passer demain. Donc affaire à suivre bien sûr. Vous êtes de Clichy, vous nous appelez 01 40 33 9000. Il y a Méziane qui est avec nous. Bonsoir Méziane. Bonjour Christophe, bonjour Redouane. Bonjour. Alors moi j'ai deux questions. Ouais. Alors la plus importante, c'est est-ce que vous comprenez l'embrouille qui se passe avec Hariri On va en parler tout à l'heure, Méziane. Sois patient. Et Macron. On va en parler tout à l'heure. Sois patient. Voilà, parce que moi, j'arrive pas à bien comprendre quel est le normal. jeu de... C'est fait exprès. C'est pour pas qu'on comprenne. Et puis, concernant l'antisémitisme, bien, les musulmans n'ont jamais été antisémites, mais antisionistes. C'est pas tout à fait la même chose. Mais on est en train de nous dire pour que certains, c'est la même chose. Pour Manuel Valls. Antisioniste égale antisémite. Oui. Donc c'est une dictature intellectuelle en fait. Oui, voilà. Méziane, merci. On en parlera tout à l'heure en tout cas de la situation de Saad Hariri, parce qu'on a appris hier soir que ça avait un peu bougé. Il sera effectivement apparemment, il serait attendu du côté de Paris dans quelques jours à l'invitation d'Emmanuel Macron. Pour le coup, on va essayer de comprendre, de décortiquer un petit peu tout cela avec tes connaissances, Redouane, du terrain, de la situation. Justement, un endroit que tu connais bien. Exactement. Bon, alors 01 40 33 9000 pour l'heure. On parle évidemment de ce qui se passe du côté de Clichy. Donc, faut-il redouter, Redouane, demain peut-être justement des prières qui vont encore se tenir dehors pour manifester finalement le fait de ne pas avoir de lieu de culte décent, comme le rappelait le ministre. Faut-il se redouter demain une tension perceptible? Est-ce qu'il faut conseiller peut-être aux musulmans de ne pas y aller? Quel est un peu ton avis là-dessus? Personnellement, je pense que oui, il y a un risque,
parce que une fois que les médias se sont emparés du sujet, il y a forcément des groupes islamophobes qui vont avoir le désir de s'interposer et de créer justement un buzz. Mais en même temps, je pense que ces gens ont raison parce que la liberté de conscience et la liberté de culte sont fondamentales en France et que certes c'est un acte de désobéissance civile, mais c'est un acte politique et il a tout son sens. La dernière chose qu'on pourrait dire, c'est que contrairement aux autres scandales sur les prières de rue, notamment à l'époque quand on avait le scandale sur les prières à la rue Mira, c'était des prières quotidiennes. Aujourd'hui, c'est une association qui organise de manière hebdomadaire, donc pour la prière du vendredi, une action de prière de rue. Donc ça n'est pas tous les jours. Ouais. Évidemment que les musulmans aimeraient prier dans un endroit décent. Bien sûr, ils le font pas. Voilà, il ne faut pas de gaieté de cœur, j'ai envie de dire. C'est une liberté fondamentale de la République. France Maghreb 2, le grand forum qui est écouté partout dans le monde. Et pour preuve, nous allons en Suisse maintenant accueillir Rim. Bonsoir Rim. Oui, bonsoir. Voilà, j'appelle de Suisse, j'habite à Lausanne, je suis une expatriée, enfin une émigrée de France. Oui. Et ça fait presque 8 mois que j'habite à Lausanne. Oui. Et le truc, c'est que ça manquait la France. Et comme sur Facebook, j'ai beaucoup de liens avec les médias, vous savez, Le Monde, Le Parisien. Et ce qui m'a marqué, c'est que quand je lis tous les matins ou le soir les articles, ça me rend malade. Maintenant, j'ai un œil extérieur vu que j'habite en Suisse, que j'ai plus envie de revenir en France. Et l'atmosphère assez exécrable. Et pourtant, surtout, je vous ai écouté par rapport aux prières de rue, c'est ce qui revient dans les articles. Ouais. Et comme vous l'avez précisé tout à l'heure, enfin, je sais pas parce que j'écoute la radio sur Internet, vous disiez par rapport à l'affaire des prières de rue, votre collègue disait que effectivement les médias ne précisent pas pourquoi ces gens-là prient dans la rue. Oui. Ils ne sont pas réveillés le matin, bah tiens, on va aller prier dans la rue. Et ce qui est dommage, c'est que j'ai l'impression qu'on fait du buzz sur les musulmans, Totalement. sur l'islam, tout est mélangé. Et je cherche pas à savoir les arguments. Et maintenant, comme je suis à l'étranger, bon, c'est pas si loin que ça, mais j'ai un autre, comment dirais-je, une vue extérieure et ça me fait froid dans le dos, quoi, de voir toutes ces histoires répétées sur l'islam, sur un musulman a fait ci, a fait ça, une femme voilée ne peut pas aller au conseil de classe parce que c'est étouffant. Comment ça se passe en Suisse? Parce que j'ai ouï dire aussi qu'il y avait quand même une extrême droite et un racisme assez prononcé en Suisse, non? Vous le ressentez? Moi, ça fait que depuis 8 mois que j'habite ici, je ressens pas. Au contraire, après il y a beaucoup d'étrangers, mais c'est pas la même immigration. Et je pense que l'État suisse, bon après je suis pas expert, ça fait que 8 mois, mais l'État, enfin pas l'État, mais la fédérale, enfin parce que c'est fédéral. Confédéral, ouais. Je pense, mon petit point de vue, c'est comment dirais-je, je veux dire, c'est qu'ils accueillent très bien les personnes et ils intègrent facilement. Alors peut-être que les problèmes sont plus ressentis dans les endroits un peu reculés, j'allais dire des grandes villes, puisque vous habitez Lausanne, qui est une grande ville en Suisse. Oui, à côté. Ouais. Mais on ne ressent pas bon, j'ai de la famille en région parisienne, etc. J'ai quand même. Il n'y a pas de ghetto. Enfin, les ghettos comme en région parisienne. Ouais. Enfin, vous savez, on part que certaines communautés dans ces immeubles dans les années 70, ils ont élevé leurs enfants et les enfants ils ont fait des études. Souvent on les recale parce que le nom où ils habitent, ils veulent pas d'eux, et on leur fait comprendre qu'on veut pas d'eux. Surtout, il y a des jeunes qui ont fait des études extrêmement brillantes. Ici, je le ressens pas. Même dans la rue, quand je vois, pourtant je suis une femme voilée, j'ai pas ce sentiment. Alors, qu'est-ce que vous, c'est une question que j'ai envie de vous poser, qui me paraît un peu basique, mais qu'est-ce que vous regrettez le plus de la France, là, aujourd'hui? Franchement, quand j'ai débarqué ici, ça manquait la France. Là, je suis française, je suis née en France, mais ça manquait tout ce truc français. Et avec le temps, surtout quand j'ai plongé mon nez dans les actualités françaises, parce que je voulais quand même être en contact tout le temps. Et comme je l'ai dit au début, l'atmosphère, elle est nauséabonde. Et maintenant, j'ai pas vraiment envie de retourner en France auprès de ma famille. Là, plutôt, je m'inquiète pour ma famille. Ouais. Surtout. Vous êtes parti là-bas pour des raisons professionnelles? Oui, je suis mon mari pour des raisons professionnelles. J'ai pas choisi de venir. D'accord. Bon. Mais c'est vrai qu'avec un œil extérieur maintenant, j'ai de moins en moins envie de rentrer, reprendre ma vie comme avant, il y a 8 mois en France. Parce que c'est les médias. Pour moi, s'ils faisaient très bien, enfin, il y en a qui font très bien leur boulot, qui font des enquêtes, qui vont chercher la vérité, du pourquoi, comment, il y a ça, il y a ça. Là, c'est juste, j'ai l'impression que c'est du buzz. Ah, c'est facile. Et en plus, ce que j'ai remarqué aussi,
dans les médias. Il y a pas longtemps, je regarde, vous savez, je regarde la télévision française. Il y a des personnes, je vais pas non plus faire polémique sur la radio, mais il y a des hommes politiques, je pense que vous l'avez dit tout à l'heure, ils cherchent à taire des associations qui défendent les musulmans, mais vraiment qui défendent des musulmans. Par exemple, une personne qui a besoin d'informations au niveau du droit, elle va s'adresser à cette association et qui va l'aider, etc. Et j'ai l'impression que certaines personnes veulent étouffer des organisations qui aident les musulmans. Bon, en tout cas, Rim, j'espère que vous avez quand même des émissions de qualité en Suisse et que vous avez de quoi vous régaler un petit peu. Donc, preuve que c'est assez pauvre puisque vous écoutez le Grand Forum. C'est pas pour nous déplaire, hein, Rim, en tout cas. On va dire merci à Internet. Ouais, exactement. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir fait partager un petit peu de votre vie. Bon courage et merci d'avoir ce genre de sujet. Ça me, moi en tout cas, ça m'appelle. Je me dis, ça va, je suis pas la seule à penser comme ça. Je suis pas une parano, je suis pas une schizophrène. Et en tout cas, n'hésitez pas à nous rappeler pour nous faire part de ce qui se passe près de chez vous, parce qu'évidemment, ça nous intéresse. Partout où il y a des auditeurs, on aime savoir comment ça se passe. Je sais pas si oui, pourquoi pas, mais je pense que je suis pas la bonne. Ça fait que 8 mois, donc c'est 8 mois. Ouais, mais quand même. En tout cas, peut-être que d'autres personnes, s'ils nous écoutent, faites passer le message, des Suisses qui habitent depuis X temps, qui connaissent un peu mieux que moi la Suisse et ils connaissent quand même la température. Il fait froid en ce moment? Oui, il fait froid. Bon. C'est froid. Vous avez pu rencontrer des gens sympathiques? Oui, franchement, il y a comme je vous ai dit, les gens sont très souriants, très ouverts. Ouais. Très ouvert. J'avais peur, j'avais très peur parce que comme j'étais voilée, etc. Non, au contraire, la preuve, quand j'ai déposé un document à la commune pour m'inscrire, pour dire que j'habite maintenant en Suisse, etc. Enfin, faut se déclarer. J'ai hésité, j'avais 2 photos voilées et non voilées. Ouais. Et la personne à l'accueil, donc je lui ai dit, écoutez, comment ça se passe? Est-ce que je dois donner une photo voilée? Elle me dit non. On venez comme vous êtes. On prend la photo comme vous êtes. C'est-à-dire voilé. Ouais. Et en rigolant, je dis, c'est comme le McDo, venez comme vous êtes. Et voilà, ils m'ont permis, là, avec la photo, voilà. Bon, merci beaucoup, en tout cas, Rim. Et n'hésitez pas bon courage et continuez. À faire passer le message aussi autour de vous, hein, voilà. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, du côté de Lausanne, en Suisse. Super. Voilà, j'aime beaucoup quand on est à l'étranger parce qu'on a cette vision qui est un peu de recul, vous voyez, Rim, qui au départ regrettait d'avoir quitté la France, aujourd'hui, voilà, c'est bien acclimaté finalement du côté de Lausanne en Suisse. Allez, dans un instant, on fait un nouveau point sur la question du jour que l'on vous pose. Ont-ils eu raison, les députés de la France Insoumise, des communistes et certains de la République En Marche, de quitter l'hémicycle lorsque Meyer Habib les a traités donc d'islamo-gauchistes? Et l'avis tranché de notre ami Redouane Moumine. On va parler du pétrole qui coule, mais qui coule toujours et encore. À tout de suite. Le Grand Forum sur France Maghreb 2 avec Redouane Moumine jusque 18h. Vos appels au 01 40 33 9000 bien sûr. Dans un instant, on va parler de cette question du jour qui évidemment nous interpelle et pour laquelle on demande évidemment, comme chaque jour d'ailleurs, votre avis sur une question en particulier sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur le Twitter LGF officiel. Au cœur de l'actualité, j'ai envie de dire que le Twitter LGF officiel, franchement, est au top. Alors en matière d'infos, on vous balance de l'exclu total. Voilà. Franchement, on n'a rien à envier à beaucoup de grands médias pour le coup. Allez, c'est parti, mesdames, messieurs, pour l'avis tranché de monsieur Redouane Moumine. Jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Et on va parler de ce fameux pétrole, Redouane, qui coule à flot, hein, visiblement. Exactement. Et alors je vais tenter de faire quelque chose de simple et plutôt pédagogique, car on est face à un sujet plutôt complexe, qui est l'après-Daesh en Syrie. Alors, chers auditeurs, essayez d'imaginer donc une carte de la Syrie. Si vous ne l'imaginez pas, en fait, ça se passe à l'est, dans une zone plutôt désertique. On est dans de la steppe, et ce sont les derniers lieux où se sont retranchés les derniers combattants de Daesh. Ils ont perdu leurs 2 derniers bastions il y a 15 jours. Ils ne tiennent plus qu'une petite ville de 15 000 habitants, 20 000 habitants. Et face à eux se dressent 2 armées. Une armée qu'on appelle les Forces démocratiques syriennes, donc essentiellement composée de Kurdes et de chrétiens syriaques. Et également, de l'autre, l'armée de Bachar, avec tous ses supplétifs, ses milices, dont notamment le Hezbollah et les forces spéciales russes. Ils arrivent à bout de Daesh. Mais ils sont déjà face à un autre agenda,
qui est celui du pétrole. Pourquoi ? Parce que dans cette petite bande de terre désertique se trouve 80% du pétrole syrien. Il y a plusieurs champs pétrolifères, et ces champs pétrolifères, alors notamment le champ pétrolifère de Omar, celui de Tanieh, celui de Tanek et celui de Harakat, ces champs pétrolifères permettent de produire plusieurs dizaines de milliers de barils par jour. C'était en fait le fonds de commerce de Daesh jusqu'à maintenant, et ce fonds de commerce aujourd'hui n'est plus depuis avril 2017 et les bombardements américains et russes sur la région qui font que donc les sites ont été abandonnés. Mais aujourd'hui, cette zone-là va apporter la survie économique des deux régions qui vont s'affronter. Et donc ces régions sont en train de prendre position face à l'une face à face, et ce qui les sépare en fait, donc c'est le fleuve de l'Euphrate. Et autour, le long de ce fleuve de l'Euphrate, vous retrouvez ces champs pétrolifères qui sont sous leur contrôle. Et se lance depuis 10 jours une course à la prise de ces champs pétrolifères, à celui qui arrivera à attraper les meilleurs champs de pétrole, ceux qui produiront le plus grand nombre de barils et ceux qui permettront d'exporter le plus rapidement possible le pétrole. Dans cette course, il y a donc les Kurdes, les forces démocratiques syriennes, il y a le régime de Bachar, mais il y a également d'autres puissances régionales qui avaient des intérêts dans la région et qui sont en train aujourd'hui de sortir du bois. L'Iran, qui vient d'annoncer qu'elle allait créer une centrale de raffinage à quelques kilomètres, une fois que la guerre contre Daesh serait terminée. Les Russes, qui sont très intéressés pour faire venir leurs ingénieurs et remettre à flot donc ces champs pétrolifères. Et c'est pourquoi a annoncé Vladimir Poutine il y a 3 jours qu'il envoyait davantage de forces spéciales russes pour prendre et occuper et sécuriser les champs de pétrole donc qui seraient obtenus. De l'autre côté, les Américains ont envoyé des conseillers stratégiques pour aider les Kurdes à remettre en place les usines qui permettaient l'extraction donc du pétrole. Et que s'est-il passé il y a 3 semaines ? Stupeur générale. Les Russes, qui ne sont pas satisfaits parce que les Kurdes s'apprennent à prendre un champ de pétrole, lambda, décident de bombarder la zone. Et que se passe-t-il au sol ? Les Kurdes sont avec des conseillers américains, et parmi ces conseillers, 3 sont blessés. L'ensemble des acteurs sur le terrain se sont tétanisés et se sont dit « Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va advenir ?» Suite à cela, malheureusement, on ne saura pas ce qui s'est passé en coulisses. Le problème a pu être réglé, mais cette étincelle, elle n'a pas pris, mais probablement qu'il y en aura une autre dans les semaines à venir et qui provoqueront un conflit généralisé avec ces 2 armées, mais aussi leurs protecteurs. Et tout ça pour le pétrole. Pour le pétrole, évidemment. Merci beaucoup. En tout cas, c'était clair, ludique. Pour le coup, voilà, il suffit de reprendre ce soir là, lorsque vous pourrez, parce que c'était en direct sur Facebook, hein, Christophe. Un sujet toujours très complexe. Tapez champ de pétrole Syrie et vous aurez vu des vues surprenantes qui ont été prises par des photographes sur place qui vous montreront l'étendue des enjeux. Et puis c'est bien justement, après avoir écouté cet avis tranché de Redouane, d'aller prendre une carte de la Syrie, comme ça vous comprendrez un petit peu ce qui se joue directement sur le terrain. Donc n'hésitez pas. En tout cas voilà, vous pouvez la visionner, hein, cet avis tranché dans le cadre des lives du LGF. C'est sur Facebook, Christophe Le Grand Forum. C'est le nom de la page dans lequel vous pouvez retrouver tous les avis tranchés, coup de cœur en direct sur Facebook. Voilà. Merci Redouane, bien sûr, pour cet avis tranché très très sympa. Alors, on va avant le zapping aller du côté du standard 01 40 33 9000. Amar nous attend depuis Saint-Denis. Bonsoir Amar. Ouais. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir Amar, soyez le bienvenu cher ami Amar. Merci, écoutez, c'est la première fois que j'interviens chez vous. Eh ben écoutez, soyez le bienvenu, il faut bien une première. Hein. Bref, pour laisser la parole à d'autres personnes qui veulent intervenir. Oui. Au début, je parlais de les prières de rue à Clichy. En ce qui me concerne, moi, en tout cas, je me vois pas prier dans la rue à Clichy. Ouais. Certes, il y a eu ce qu'on appelle un différend entre la mairie, c'est une ancienne salle de prière qu'on leur a fermée, puis on leur a dit, on leur a attribué une autre salle, où la salle ne présente pas ou n'a pas ce qu'on appelle les normes de sécurité. Maintenant, bon, écoutez, quand on va prier au milieu de la rue, boulevard Jean-Jeu, j'habitais Clichy, j'habitais juste derrière où elle se fait la prière. C'est qui le gagnant, monsieur? Ouais. Franchement, il faut me dire qui gagne. Nous, les musulmans, on est perdants à tous les coups. Je vais vous donner juste un exemple. On ne peut pas trouver un terrain d'entente, on ne peut pas demander un chapiteau dans une autre place, un chapiteau qui a une grande contenance et qui peut permettre aux fidèles musulmans, les vrais fidèles musulmans, de prier tranquillement,
sans aucune inquiétude, sans brouhaha, autour d'une prière du vendredi. Un exemple frappant, le chapiteau de la Défense, monsieur. L'association de Puteaux, ce qu'on appelle des gens intelligents, des gens qui réfléchissent avant d'agir, avant de prendre ce qu'on appelle en otage une communauté. Ils ont fait un chapiteau en dessous de la tour Société Générale. Je ne sais pas si vous vous situez, si vous avez déjà été à la Défense. C'est un quartier, non, dans lequel je vais. Ouais, c'est le quartier de la Défense. Quartier là où il y a la tour de Société Générale et Total. Les grandes tours en dessous, il y a un chapiteau. Et puis il m'arrive, moi, le vendredi, comme les horaires d'été changent, d'y aller là-bas à la Défense prier. Et vous arrive des fois, la salle, le chapiteau est plein. Et ça, par contre, ils font 2 prières, à 13h et à 14h. Je vous assure, monsieur, je prie d'or. Et pourtant, je fais rien de mal. Je fais mon acte d'adoration. Vous n'êtes pas bien. Moi, je suis pas bien. Je suis pas à l'aise de prier des gens qui me regardent. Ouais, je comprends. En tout cas, mais bon, c'est une situation complexe, comme on le disait tout à l'heure. Je pense qu'ils le font pas avec gaieté de cœur, pour le coup, de prier dans la rue. C'est pas le meilleur endroit, effectivement, pour bien sûr que non, bien sûr que... Où est-ce qu'il est notre intérêt? Où est-ce qu'il y a l'intérêt de la communauté? Maintenant, moi, je voudrais bien savoir qui forme cette association de Clichy, de musulmans de Clichy. Alors, c'est vrai que sans dire trop de bêtises, parce qu'on va essayer quand même d'être le plus concret possible, il y aurait, à mettre entre guillemets, entre grosses parenthèses, une espèce de problématique entre une association algérienne et une association marocaine qui se bouge un peu le nez. Voilà. Ce qui évidemment complique un peu la situation, hein. Voilà, c'est comme je suis parti dans un bled, je vous dis, je suis parti dans un bled du côté du Gard. J'arrive, je trouve 2 mosquées. Je suis parti en vacances 3 semaines. Ça va les gars, bon, je prie là. De quelle origine? Tac. Il me dit, tu sais, tes compatriotes, ils prient ici. Je dis pourquoi? Il y a chiites et sunnites, rigolant. Il me dit non, la prière des Algériens est là-haut, la prière des Marocains. Je dis, mon grand, moi je viens c'est pour dramatique. C'est dramatique. Je viens à pratiquer Bien sûr. Voilà. La mosquée n'appartient pas aux Algériens ni aux Marocains. Franchement, les prières de rue, quand elles sont organisées, quand on travaille en collaboration avec l'État, avec la police, ça se passe très très bien. Je reviens 10 ans en arrière, monsieur. La rue Mira, la rue Colonso. C'est la police nationale qui a assuré la sécurité des musulmans. Vous avez deux policiers de chaque côté de la rue et on a un laps de temps, 30 minutes, 45 minutes, on met les tapis, vous avez la police qui est là. Vous voyez, quand on veut organiser les choses, quand on a le sens d'organisation, quand on ne va pas au conflit, quand on ne va pas à l'affrontement, on est dans une république, on est en France. Merci Amar, en tout cas. Excusez-moi, juste un petit point, je veux rajouter. Il y a quelqu'un sur le tract antisémite. On n'est pas antisémite. Moi, je suis pas antisémite. Mon patron, mon kiné, il est juif. Il est comme moi, c'est un être humain. Autre chose, par rapport aux médias français. Maintenant, c'est critiquer Israël, critiquer la politique de Benjamin Netanyahu, on devient antisémite. Je sais plus. Les médias français, ils critiquent tous les pays du monde. La politique américaine, Trump, l'Angleterre, le Brésil, le Tchad, l'Algérie. Mais jamais critique la politique d'Israël ni la politique de Benjamin Netanyahu. Et si on le fait, nous, objectivement, bien sûr, en analysant la situation politico, on vous dit non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Voilà. C'est tout ce que j'ai à rajouter. Merci Amar. Merci de l'avoir fait en tout cas et n'hésitez pas à nous rappeler parce que c'était une première et ça sera évidemment pas une dernière. À bientôt Amar. Merci, depuis Saint-Denis. 01 40 33 9000. Bon sens là, l'intervention de Amar en tout cas. Et on sent le vécu derrière. Voilà. Bon, on va passer à notre zapping. Ah, il est bon ce zapping. Alors, pour débuter ce zapping, Redouane, ami auditeur, auditrice, direction l'Assemblée nationale. Ça s'est passé hier après-midi à l'occasion de la séance de questions de gouvernement. N'en est pas à sa première provocation. Il l'a une nouvelle fois hier fait. Une nouvelle provocation donc signée à l'occasion de cette séance de questions de gouvernement, signée Meyer Habib. J'ai un peu de mal à le dire. Les députés, en tout cas, des communistes, ainsi les insoumis, mais aussi certains de la République en marche, ça on vous le dit moi, mais je peux vous assurer que c'est vrai, ont quitté l'hémicycle lorsque Meyer Habib a eu ses propos et a donc clairement indiqué que les députés qui quittaient l'hémicycle étaient des islamo-gauchistes. Voici l'intervention de Meyer Habib et la réponse qui est pour le coup un peu inattendue. On n'a pas trop l'habitude finalement de la ministre de la Justice derrière. Écoutez plutôt. Monsieur le Premier ministre, le 25 octobre, quand le Quai d'Orsay a déclaré, je cite, « espérer la libération du franco-palestinien Salah Hamouri », j'ai eu honte. Salah Hamouri est un terroriste, pas un prisonnier politique, un dirigeant du FPLP. Le FPLP responsable de l'attentat de la rue Copernic. Vous vous souvenez, 4 Français innocents tués, Dixit Raymond Barre.
Le FPLP, c'est aussi le carnage de la synagogue de Arnof en 2014. 5 juifs égorgés en pleine prière à Jérusalem. Égorgés exactement comme le fut le père Hamel dans son église. En 2005, Amouroui a reconnu avoir planifié l'assassinat du grand rabbin d'Israël. Est-ce bien ce terroriste antisémite que la France espère voir libéré? Imaginez-vous aujourd'hui qu'un pays ami demande la libération de Neumouche. Pourtant, le 26 octobre, Jean-Yves Le Drian m'a répondu « J'assume ». Monsieur le Premier ministre, c'est une défaite morale de votre gouvernement. Combien de morts encore pour que nous comprenions que c'est le même ennemi qui tue à Jérusalem, Paris, Nice ou Barcelone? Faire 2 poids et 2 mesures, c'est perdre d'avance la guerre contre le terrorisme. L'antisionisme, c'est le nouvel antisémitisme. Votre prédécesseur Manuel Valls l'avait courageusement exprimé ici même. Ça lui vaut la haine de tous les islamo-gauchistes qui ont quitté cet hémicycle. Provocation, clientélisme, voici Insoumis et Communisme unis pour l'occasion qui annoncent leur voyage en Israël pour soutenir des terroristes, Barghouti et Amouroui, les mêmes sur ces bancs pour qui, lorsqu'on massacre en France, c'est du terrorisme. En Israël, c'est de la résistance. Ils appellent au boycott d'Israël, qui a fait savoir qu'il leur interdirait l'entrée du territoire. Réaction incroyable du Quai d'Orsay fidèle à Saline. Israël doit céder, comme si l'apologie du terrorisme était normale, comme si l'appel au bol était légal. Je dis aux Insoumis, économisez temps et argent. La parole est à Mme Nathalie Loiseau, ministre chargée des Affaires européennes auprès du ministre des Affaires étrangères. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Maher Habib, comme vous l'avez indiqué, les autorités israéliennes ont annoncé leur refus d'accueillir sur leur territoire une délégation de députés, de sénateurs et de députés européens français. Cette délégation se déplaçait dans le cadre d'une visite organisée par l'association France-Palestine de Solidarité. Ces derniers avaient annoncé auparavant qu'ils souhaitaient rencontrer Marwan Barghouti et l'avocat franco-palestinien Salah Amouroui, tous deux emprisonnés. Il s'agit d'une décision souveraine d'Israël. Nous la respectons. Est-ce à dire que nous l'approuvons? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que partout, nous souhaitons que les parlementaires français aient accès à l'ensemble des interlocuteurs qu'ils veulent rencontrer pour remplir leur mission d'information. Voilà la réponse de la ministre aux provocations donc de Maher Habib hier qui est intervenu. Alors ce qui lui est reproché, pour avoir quelques infos à l'Assemblée nationale, ce qui lui est reproché à Maher Habib de la part de tous ceux qui le côtoient un petit peu, c'est qu'il lui parle exclusivement que des problèmes d'Israël. Il ne parle jamais, par exemple, il n'intervient jamais sur une problématique qui concerne la France. Jamais. Voilà, il n'y a qu'à rechercher les interventions de Maher Habib à l'Assemblée nationale, c'est toujours pour répéter toujours le même refrain. Petite réaction, Redouane? Bon, ce bon vieux Habib, je n'espère pas grand-chose de lui en fait depuis que je l'ai vu applaudir à haute volée un discours de Marion Maréchal Le Pen. Ouais. Qui parlait de la question d'Israël et de la Palestine et qui s'est senti d'une grande proximité avec le Front National sur ces questions. Pourquoi pas, tant mieux pour eux. Après, voilà, on connaît le personnage, on n'est pas vraiment étonné. Ce qui est satisfaisant, c'est qu'il n'a pas pu terminer son allocution de 2 minutes parce que je pressentais qu'il dise quelque chose d'assez odieux à l'égard de la France insoumise et des communistes. Oui. Absolument, ce qui est déjà pas mal. Donc je rappelle la question d'ailleurs parce qu'elle est liée à ce qu'on vient d'écouter. Est-ce que les députés communistes France Insoumise, certains donc de la République En Marche, ont bien fait de quitter l'hémicycle, bien fait de pratiquer la politique de la chaise vide? Bien vous répondez sur Twitter @GF officiel ainsi que sur le Facebook France Maghreb 2. Suite de notre zapping avec les dures conditions de vie ou de survie aussi des déplacés syriens. Raqqa a bien été libéré, mais les opérations de déminage se poursuivent toujours, et en attendant, eh bien, les habitants ne peuvent pas rentrer chez eux. Écoutez ce témoignage recueilli par RFI en Syrie. Il s'appelle Ait Khalef. Il vit actuellement dans le camp de déplacés de Ain Issa, à une 50aine de kilomètres de Raqqa. Écoutez son témoignage.
Nous sommes partis de chez nous à la suite de violents bombardements, 35 frappes consécutives. Je suis ici avec ma famille, nous sommes 7 en tout, il y a ma femme, mes enfants et mes parents. Nous souhaitons rentrer chez nous, nous sommes une famille d'agriculteurs et nous avons abandonné nos cultures de coton, de blé et d'orge pour venir ici. Bien sûr, Dieu merci, nous avons trouvé un refuge dans ce camp, mais au final ça reste un camp de réfugiés. On dépend de l'aide humanitaire et on ne peut même pas travailler. J'ai essayé une fois, mais le problème ici dans la région, c'est que les gens savent que nous sommes des déplacés et ils en profitent. C'est de l'esclavagisme. On trime une journée entière et à la fin, on n'a même pas de quoi acheter du pain. On est sous-payé. Voilà le témoignage donc de ce Syrien qui vivent dans des conditions terribles, Redouane. Je pense que les auditeurs ne connaissent pas Ain Issa. Ain Issa, donc c'est aujourd'hui on pourrait dire que c'est l'épicentre de la région tenue par les Kurdes et par les Arabes et les Syriaques. Et Ain Issa donc n'est pas faite pour accueillir autant de population. Le camp a dû être agrandi sans cesse et on ne doit pas oublier qu'il y avait environ 250 000 habitants à Raqqa avant le début des conflits dans la région. La grande majorité est restée donc à 50 km de Raqqa. Ils peuvent difficilement pourvoir à leurs besoins. Et le principal problème, c'est que je pense que l'aide humanitaire n'est pas prévue pour autant de personnes. Mais en l'état, Raqqa étant un champ de ruines, l'économie ne peut pas reprendre du jour au lendemain. Et donc, si ces gens rentrent chez eux, qu'est-ce qui pourra les attendre, à part la faim et probablement la maladie ? Le principal problème des zones urbaines, en plus du déminage, c'est que, comme ce sont des zones qui ont été complètement délaissées, les maladies s'y répandent beaucoup plus facilement. Notamment par la prolifération des rats, de parasites en tout genre, et donc un retour à Raqqa de toute la population subitement pourrait avoir des conséquences humanitaires également dangereuses. Voilà, en tout cas pour être complet sur le sujet, sur les conditions donc des Syriens et ce témoignage donc recueilli par nos confrères de RFI. Pour la suite de notre zapping, Emmanuel Macron à la tribune de la COP23 à Bonn en Allemagne, à l'avant-veille de la clôture de la conférence de l'ONU sur le climat. Objectif affiché par le président français, réveiller les consciences, alors que les dernières heures de la conférence s'annoncent cruciales. Discours jugé volontaire du président français pour tenter de donner un nouveau souffle à l'accord de Paris, accord qui est affaibli après le retrait américain. Le président français déclarant notamment, je cite, le seuil de l'irréversibilité a été franchi. Si nous continuons comme ça, eh bien des peuples ici représentés disparaîtront. Voilà pour le discours. En marge de celui-ci, Emmanuel Macron a rencontré les organisations de défense de l'environnement qui sont présentes à Bonn afin d'évoquer les sujets français en matière d'environnement. Et parmi ces ONG, il y a le WWF, dont Pascal Canfin est le directeur général, et un directeur général bien qu'il ne semble pas avoir été convaincu par son échange avec Emmanuel Macron. Principal point de blocage, la question du nucléaire. Écoutez Pascal Canfin. Quand vous êtes dans une loi de transition énergétique qui enfin encadre le nucléaire pour la première fois en 40 ans et que vous reportez sine die cette échéance-là, vous faites un cadeau extraordinaire à une industrie en faillite et vous renvoyez l'énergie, les énergies renouvelables comme la maîtrise de l'énergie à la portion congrue parce qu'ils auront beaucoup moins de financement et parce que, encore une fois, quand vous avez un mammouth dans un ascenseur, vous n'avez pas de place pour les autres. Ça n'existe pas. Voilà pour ce qui est donc de Pascal Canfin en colère après avoir rencontré donc Emmanuel Macron en marge de la COP23. Mon cher ami Redouane, a-t-il raison d'être en colère, Pascal Canfin ? Au-delà de la question du nucléaire, ce qui est vraiment inquiétant, c'est qu'en France, on n'est pas adopté plutôt les mesures nécessaires pour adopter une transition énergétique viable. Et plus on avance, et moins les gouvernements ne prennent en considération sur le plan budgétaire les moyens qui doivent être alloués à cette transition énergétique. Certes, on est très heureux d'avoir le nucléaire, on est le pays le plus nucléarisé au monde, ça nous arrange parce que ça permet à chaque Français d'avoir une facture d'électricité environ 30% moins chère. Donc sans le nucléaire, l'électricité pourrait être plus chère, mais sans cette transition énergétique, on va vers une absence d'autonomie, je pense, de certains territoires. Et aujourd'hui, le nucléaire est un réel danger, Fukushima nous l'a montré.
Très bien. Alors, on va changer littéralement de sujet maintenant dans ce zapping pour parler des accusations de harcèlement et d'agression sexuelle. Elles visent l'ancien président du mouvement des jeunes socialistes, Thierry Marchal-Beck. C'est le quotidien Libération qui, dans son édition d'hier, relaie le témoignage anonyme de 8 femmes. Réaction de celui qui occupe actuellement ce poste de président du MJS, c'est Benjamin Lucas. Et il est honnête, pour lui, ces accusations, écoutez-le, ne sont pas étonnantes. Carrément, écoutez. Moi, je dirais pas surpris. Il y avait un bruit de fond, une ambiance, une réputation, des bribes d'informations. Il y a beaucoup de gens qui disaient Thierry Marchal-Beck a un comportement avec les femmes qui n'est pas un comportement correct. Mais c'est là où on voit aussi toute la difficulté pour les victimes à parler. C'est qu'il y avait un climat qui était créé aussi sans doute de sa part ou de la part d'autres qui visait à mettre en doute aussi ce qui pouvait circuler. Alors voilà, c'est donc Benjamin Lucas, président du mouvement des jeunes socialistes, après donc les accusations de harcèlement et d'agression sexuelle qui visent l'ancien patron du MJS, Thierry Marchal-Beck. Mon cher Edouard, on y va sec là. Ouais, mais c'est bien au moins, on met les pieds dans le plat et finalement cette affaire de Balance ton porc, elle a fait beaucoup de bien. Ouais. Quoi qu'on en dise. Et j'espère que d'autres scandales seront bientôt révélés. Dans le monde politique, c'est pas une surprise. Isabelle Attard avait lancé l'alarme il y a 2 ans, je crois. Ouais. Au sein des écolos, avec l'affaire Denis Baupin, qui avait fait quand même beaucoup de mal au parti des Verts. D'ailleurs, je ne sais pas s'ils s'en sont vraiment remis. Mais oui, on risque d'avoir d'autres scandales comme ça. Le FN, pour l'instant, n'a pas été touché. Cela dit, vu la misogynie des représentants nationaux, on risque peut-être un jour d'avoir un autre scandale. Mais c'est important aussi que quelqu'un comme Benjamin Lucas, qui fait partie de la nouvelle génération, accepte d'en parler librement et puisse se faire le porte-parole de ce genre de scandale. Pour être tout à fait précis pour cette affaire, je précise que Benoît Hamon, l'ex-candidat socialiste à la présidentielle, qui dit, je cite, condamné avec la plus grande fermeté les faits qui sont reprochés donc à Thierry Marchal-Beck. Et puis pour la deuxième fois de son histoire, la France va organiser une Coupe du Monde de rugby. Ça sera en 2023, 16 ans après celle de 2007. Une désignation qui est une surprise, le favori qui est soutenu par le roi du rugby, c'était le favori donc l'Afrique du Sud. À Londres, pourtant, les votants issus de fédérations et de confédérations en ont décidé autrement et c'est amplement mérité, estime Abdelatif Benazi, ancien capitaine du 15 de France. Écoutez sa réaction. Pour rendre hommage à cette équipe qui s'est battue avec un dossier qui a été repris un petit peu en retard et avec ce rapport d'évaluation qui nous a un petit peu mis derrière eux. Il fallait rester concentré, combattu jusqu'à la dernière minute, c'est ce que la France a fait. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Encore une fois, c'est que mérité parce que quand on voit un petit peu ce qu'on est capable de faire depuis la Coupe du Monde 2007, les Jeux Olympiques, l'Euro du foot et tout ça, il n'y a rien à envier à n'importe quelle équipe. Donc on va vivre en 2023 comme en 2007 un grand événement, on sera à la hauteur et encore une fois, le monde de rugby rebondira malgré ces petites péripéties ces derniers temps. Voilà, donc ça c'est la réaction donc Abdelatif Benazi qui évoquait donc les Jeux Olympiques. Il faut effectivement noter que cette Coupe du Monde 2023 en France tiendra quelques mois seulement avant les JO de 2024 qui auront lieu au mois d'août à Paris. Voilà pour la petite réaction. Dans un instant, messieurs dames, ne bougez pas. On est bel et bien de retour. On va faire le point d'ailleurs sur la question du jour. Et un grand moment de radio dans un instant puisque Salah Hamouri, cet avocat franco-palestinien qui est donc dans les prisons israéliennes depuis le 23 août dernier, a écrit une lettre et l'a fait parvenir à ses avocats. Et c'est sa femme, Elsa Lefort, qui nous la lira dans un instant. Bienvenue à vous sur France Maghreb 2, c'est le grand forum avec Redouane Moumine qui est avec nous aujourd'hui sur France Maghreb 2, avec vos appels aussi au 01 40 33 9000. Dans un instant, on va parler donc de Salah Hamouri et de cette lettre qu'il a envoyée donc qu'il a fait parvenir donc auprès de ses avocats, une lettre qui est adressée à tous ceux qui le soutiennent bien sûr et qui sont très nombreux. Cet avocat franco-palestinien, on va essayer donc de vous la lire. C'est pas moi qui vais la lire, ni Redouane, ça va être Elsa qu'on va accueillir dans un instant, qui est son épouse Elsa Lefort, que vous connaissez bien sûr sur France Maghreb 2 puisqu'elle est intervenue à plusieurs reprises. Dans un instant donc sur France Maghreb 2 à suivre. Je vous rappelle la question du jour à laquelle vous pouvez répondre bien sûr sur la page Facebook France Maghreb 2.
ainsi que sur Twitter LGF officiel. La question est la suivante en rapport à ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale, à savoir que Meyer Habib a pris la parole, vous l'avez d'ailleurs entendu tout à l'heure dans le zapping, et il a donc traité ceux qui ont quitté l'hémicycle pour s'opposer à sa prise de parole. Les députés communistes et insoumis ont décidé de quitter l'hémicycle. Du coup, Meyer Habib les a traités d'islamo-gauchistes. Ont-ils bien fait de pratiquer la politique de la chaise vide? Sur Twitter, vous êtes 83% à dire oui. Ils ont bien fait. Et sur Facebook, vous êtes 89% à dire oui, qu'ils ont bien fait effectivement de quitter l'hémicycle. Donc très bien. Ça vote pas mal d'ailleurs sur Facebook, plus que sur Twitter. Les tutos là, qu'est-ce qui se passe? En tout cas, les Facebookers sont au rendez-vous pour le coup. Allez, on va faire un petit tour avant de parler du Liban, parce que ça nous intéresse et ça bouge un petit peu. Un petit tour du côté du Standard peut-être, avec un appel par ici. Bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, comment allez-vous mon ami? Kamel, le retour, ça faisait un petit moment, dites donc. Oui, j'ai eu des soucis de santé pendant le Ramadan, l'été, c'était vraiment quelque chose de un petit peu de dur et tout. Bon, j'étais un petit peu hospitalisé. Bon, j'espère que ça va mieux, Kamel. On a eu de la chance d'être en vie. Comment, Christophe? J'espère que ça va mieux. Ça va, alhamdoulilah, ça va avec le bon Dieu a voulu que ma vie se prolonge. Mais c'était quand même quelque chose un malaise, vraiment, c'était très très dur. Christophe, si tu me permets, je reviens uniquement tout à l'heure sur votre invité qui a parlé un petit peu de la Syrie. Moi, ce que je constate, monsieur Christophe, c'est que je déplore beaucoup les médias français. On est souvent que vous prenez BFM, et justement BFM en bourse, elle n'est pas terrible avec monsieur Drahi. On parle souvent de Daesh. C'est tout à fait normal qu'on critique ce groupe-là qui fait des atrocités. Mais quand j'ai constaté qu'il y avait à Idlib 50 civils qui ont été tués, massacrés par des bombardements russes et régime syrien, pas un mot. C'est-à-dire, moi, ce que j'arrive pas, s'il y a 50 personnes à Barcelone qui étaient là, il y a toute la journée avec BFM. Mais ces gens-là qui ont été vraiment mutilés, morts, pas un mot. Et vraiment, je me demande, c'est vraiment l'info. Est-ce qu'il y a une info uniquement unique, uniquement pro-Hezbollah? Et ça m'écœure. Revenons sur Hariri. Non, on revient pas sur Hariri, Redouane d'abord. Redouane là-dessus, sur ce que dit Kamel, pour situer un petit peu le personnage de Kamel. Kamel, c'est quelqu'un qui est un anti-régime, un anti-Bachar el-Assad primaire. Donc, à partir de là, t'as un peu situé le personnage. Qu'est-ce que t'as à lui répondre à Kamel, là? Non, mais je pense qu'il a raison dans le sens où il y a encore des atrocités qui sont menées par le régime syrien. Il y a des bombardements qui sont toujours menés, notamment dans la région de Idlib, par la Russie. Mais oui, effectivement, on devrait parler de ces bombardements, notamment parce qu'il y a des armes de guerre interdites, comme les bombes au phosphore, qui sont utilisées par le régime russe. Mais après, moi, je nuancerais de mon côté, en tout bien, tout honneur, cher Kamel, en disant que il continue à y avoir chaque jour des centaines de morts partout en Syrie. Des civils qui sont tués par toutes les parties prenantes au conflit, et on ne doit pas oublier non plus que Hayat Tahrir al-Sham, qui est aujourd'hui la première coalition qui contrôle Idlib, qui sont des djihadistes, ont à nouveau commis des atrocités à la porte Bab al-Hayya, à l'entrée de la Turquie, contre des civils parce qu'ils ont voulu en prendre le contrôle. Donc je pense que le conflit est à prendre dans toute sa globalité et des civils sont tués par tout le monde. Merci Kamel, il faut qu'on enchaîne, mesdames, messieurs. On va parler de cette pression, si tant est qu'il y en ait une, pression de la France. Donc, a-t-elle payé Saad Hariri, le captif du désert saoudien? Le Premier ministre libanais démissionnaire est attendu à Paris dans les prochains jours, et contrairement à ce qu'on avait compris, il est libre de quitter l'Arabie Saoudite quand il veut. C'est ce que vient de dire Abdellah Joubir, le chef de la diplomatie saoudienne. Il l'a dit en fin de matinée tout à l'heure. Écoutez.
Ce sont des allégations non fondées. Le Premier ministre est un citoyen saoudien et libanais. Il vit ici, il peut quitter l'Arabie saoudite quand il le souhaite. Il a rencontré Sa Majesté le Roi, il a rencontré le patriarche libanais. S'il souhaite partir, cela dépend de lui. C'est à lui de décider, à son évaluation de la situation sécuritaire. Nous accuser de retenir un ancien Premier ministre, c'est inexact. Ce sont des accusations non fondées, ce sont des accusations inacceptées, et je répète, non fondées. Voilà, des accusations inacceptables. Le ministre donc saoudien des Affaires étrangères à Riyad, donc lors d'une conférence de presse aux côtés de son homologue français Jean-Yves Le Drian. Alors quel rôle la France a-t-elle pu jouer dans cette histoire, Redouane ? C'est une bonne surprise finalement, parce que personnellement j'avais vraiment imaginé il y a quelques jours que la France ne ferait rien, ne s'engagerait pas dans ce guêpier. Probablement que la visite surprise donc de Emmanuel Macron et ensuite celle de Jean-Yves Le Drian, je crois, qui est arrivé hier en Arabie Saoudite, ont pu jouer dans la balance. La question, c'est qu'est-ce qui a été négocié, puisque évidemment Saad Hariri ne pouvait pas aller à Paris de lui-même, sinon Emmanuel Macron ne se serait pas déplacé, c'est évident. La question, c'est qu'est-ce qui a été négocié auprès de MBS, donc Mohammed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite. Qu'est-ce qu'on lui a promis ? Qu'est-ce qu'on a accepté de lui donner en échange du retour de Hariri en France ? Oui, et alors donc d'ici quelques jours apparemment il trouverait refuge donc en France à l'invitation de Emmanuel Macron, pardon. Oui. Emmanuel Macron qui s'est entretenu donc avec Saad Hariri et avec MBS hier, selon des informations qui viennent de l'Elysée, qui sont tombées hier soir. Donc la France a tenté de jouer la médiation et pour essayer peut-être de trouver une solution à ce problème. Alors c'est qui tout double, Redouane, finalement. Est-ce que ça peut marcher, cette médiation française, comme ça peut empirer la situation sur le terrain, parce qu'on rappelle que Michel Aoun, le président libanais, reproche toujours aux Saoudiens de détenir Saad Hariri contre son gré. C'est là toute l'inquiétude, c'est que Emmanuel Macron a foncé en Arabie Saoudite, mais quels ont été les contacts entrepris par la France auprès du gouvernement libanais? Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qu'on a prévu par rapport à eux? Est-ce qu'on a voulu faire médiation entre le Liban et l'Arabie Saoudite, ou est-ce qu'on a juste voulu aller chercher notre ami français qui est Saad Hariri? Et donc, wait and see. On va voir ce qui se passe dans quelques jours. Est-ce qu'il va y avoir une prise de contact avec le gouvernement libanais? Est-ce que le gouvernement libanais va tenter de faire une conférence de presse officielle à Paris avec Saad Hariri? Tout est envisageable. Mais pour l'instant, la crise est loin d'être réglée. Voilà, c'est ce qu'il vous faut retenir en tout cas, messieurs, dames. La crise est loin d'être réglée. Et si je peux me permettre un dernier mot, pour citer Georges Corme, que connaissent certains auditeurs. Georges Corme, donc ancien historien et ministre libanais, disait « Si vous avez compris quelque chose au Proche-Orient, c'est que vous n'avez rien compris. » Eh ben, j'aimerais rajouter, si vous avez compris quelque chose à l'affaire Hariri, c'est que vous n'avez rien compris. Absolument. Allez, hop, ça c'est fait. Merci d'être avec nous sur France Maghreb 2 dans votre émission Le Grand Forum. Et tout de suite dans Le Grand Forum, nous accueillons Elsa Lefort, l'épouse de Salah Hamouri, cet avocat franco-palestinien qui est en prison depuis le mois d'août dernier, dans des conditions évidemment plus que terribles, comme beaucoup d'ailleurs de Palestiniens dans son cas. Cependant, il a réussi à transmettre à ses avocats une lettre très émouvante. Et j'avais envie de demander à l'épouse de Salah Hamouri, Elsa Lefort, de nous la lire. Bonsoir Elsa. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. Alors Elsa, effectivement, cette lettre qu'a réussi à faire parvenir Salah Hamouri, parce que il est privé de tout, on peut le dire. Quasiment pas de visite, ou alors de manière très limitée. Il arrive à rencontrer ses avocats et il a fait parvenir donc cette lettre par le biais de ses avocats. Une lettre qui est destinée à qui avant de la lire d'abord? Destinée surtout à toutes les personnes qui depuis le 23 août, date de son arrestation,
sont mobilisés pour exiger sa libération. Et voilà, c'est une lettre du coup pour décrire cette arrestation, ce qui s'est passé depuis, et pour remercier chaleureusement tout le monde. Il est en prison dans des conditions, j'allais dire, arbitraires, qui ne répond évidemment à aucune norme et sans aucune charge retenue contre lui. Pour l'heure, évidemment, vous nous aviez d'ailleurs fait part avoir été reçu par la cellule diplomatique de l'Élysée. Est-ce que vous avez plus d'informations depuis? Est-ce que ça bouge ou pas? Non, j'ai pas plus d'informations. Hier, lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, un ministre... un député... Heureusement qu'il n'est que député, hein. Oui. Excusez-moi, heureusement qu'il n'est que député. Du coup, Meyer Habib a posé une question. Il s'indignait de l'action des autorités françaises pour obtenir la libération de Salah. Donc la ministre a elle répondu qu'elle confirmait bien que la France demandait à ce que les droits de Salah soient respectés et qu'elle espérait une libération rapide. Voilà, maintenant, à part des confirmations d'action, on n'a pas plus de détails et on n'a pas plus d'informations sur ce qui se passe au niveau de la diplomatie. Espérons donc que ça arrive rapidement pour lui d'abord, pour sa famille, pour ses proches, ses soutiens qui sont extrêmement nombreux à travers le monde, faut-il le rappeler. Elsa, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, pour les auditeurs qui nous écoutent à cette heure-ci, nous lire la lettre dans son intégralité, une lettre écrite donc dans sa prison par Salah Hamouri? Oui, avec plaisir. J'ai ressenti une étrange sensation lorsque le 23 août, aux alentours de 4h30, si je me souviens bien, j'étais tirée de mon sommeil par des bruits sourds. Quelqu'un s'acharnait sur la porte de mon appartement et appuyait nerveusement sur la sonnette à répétition. Je me suis dit que je connaissais ce type de vandalisme, mais dans les toutes premières secondes, je pensais qu'il s'agissait d'un rêve. Je vis dans un bâtiment de 6 étages à Jérusalem-Est. Chaque étage est composé de 2 appartements. Les soldats et leurs commandants ne savaient pas exactement dans quel appartement je vivais, alors ils ont frappé brutalement à chaque porte. J'ai alors eu une pensée pour mes voisins, tous réveillés en pleine nuit par les soldats terrorisant chaque famille. Je pouvais entendre les enfants pleurer. Les soldats n'ont pas cessé de frapper sur ma porte jusqu'à ce que je finisse par ouvrir, encore engourdi par le sommeil. Le premier soldat que j'ai vu portait une cagoule. Je ne pouvais voir que ses yeux remplis de haine. Il m'a alors hurlé dessus, me demandant ma carte d'identité. Après vérification, les soldats présents ont appelé du renfort, en hurlant qu'ils avaient trouvé la personne qu'ils cherchaient. À la seconde où j'ai compris que la force occupante venait bien pour moi, mon cerveau m'a envoyé un ordre clair. Une nouvelle bataille commence là pour toi. Cet ennemi ne doit pas te vaincre une seule seconde. Ils m'ont forcé à m'asseoir sur une chaise et 3 soldats m'entouraient, leurs armes pointées sur moi. Pendant ce temps-là, leurs collègues ont fouillé tout l'appartement, bouleversant les meubles, les livres, les vêtements. Je les sentais fébriles, ils s'énervaient, ils ne trouvaient rien de ce qu'ils cherchaient dans cet appartement. Le commandant a fini par donner l'ordre de repli. Ils m'ont alors ordonné de m'habiller pour partir avec eux. En marchant vers la porte d'entrée de mon appartement, avant d'en sortir pour une durée qui m'était inconnue, je fixais la photo de mon fils, accroché au mur. Dans son regard, j'ai puisé de la force pour affronter les durs moments qui m'attendaient. Je l'imaginais me dire « Papa, sois fort, on sera vite réunis tous les 3 ». Je lui promettais alors de rester fort et de ne jamais donner l'occasion à cette occupation de nous confisquer notre humanité et de détruire notre vie comme elle s'acharne à le faire. Ils me bandèrent ensuite les yeux et me conduisaient dans une voiture blindée. La marche vers ce nouveau destin commençait. Une marche pénible vers un monde que je ne connais que trop bien. Un monde dans lequel nous devons rester forts, humains, et garder notre sourire en toutes circonstances. Une nouvelle fois, je suis conduit dans ce véhicule blindé vers l'endroit le plus sombre et le plus misérable pour un être humain. Une prison de l'occupant. En arrivant dans la prison du Negev, après 2 semaines passées dans le centre d'interrogatoire, tout me semblait tristement familier. Je suis rentré dans la sélection 24.
J'ai vite reconnu les visages que j'avais quittés il y a quelques années. Je n'ai pas su quoi leur dire. J'étais soudainement impressionnée de les retrouver ici. Parmi eux, certains sont derrière les barreaux depuis plus de 15 ans. Ils me questionnaient et je ne savais pas quoi leur répondre. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi es-tu là? Je n'avais pas les réponses à leurs questions. Pas plus que je n'arrivais à leur parler de l'extérieur, eux qui sont là depuis tant d'années. Que faisons-nous pour eux pendant qu'ils paient le prix de leur lutte? En les retrouvant, je me demandais si j'avais assez agi pour parler d'eux à l'extérieur. On a ensuite énormément discuté. Un détenu m'a dit « Ah, tu es de retour, on va parler de nous en France alors. » J'ai réalisé alors que malgré ma nouvelle privation de liberté, je n'avais aucun doute sur le fait que la mobilisation allait se mettre en place en France. C'est un véritable espoir pour moi et pour eux. J'ai pensé à toutes les personnes qui avaient déjà lutté pendant ma première incarcération et depuis, toutes celles et ceux que j'ai rencontrés en France et en Palestine. Aucun doute qu'ils seraient tous à nouveau au rendez-vous pour dénoncer l'injustice qui nous frappe. Et des éléments que je reçois par fragments, je sais que vous êtes même plus nombreux que la dernière fois. Des personnalités que j'apprécie, des élus, des citoyens en nombre, plus nombreux encore. Vous vous êtes mobilisés pour dénoncer l'injustice, l'arbitraire et pour exiger ma libération. Je vous remercie très sincèrement. Je veux vous dire aussi que je serai digne du soutien que vous m'accordez. On ne marchande pas la liberté, même si on la paye parfois très cher. Ce n'est pas une question d'entêtement, mais de dignité et de principe. Pour la liberté, je ne lâcherai rien. Le peuple palestinien, comme tous les autres, ne veut pas vivre à genoux. Et quelle force cela nous procure de savoir que vous aussi, vous n'avez pas l'intention de lâcher. Cela, l'occupant ne le mesure pas. Moi, je le ressens au fond de moi. Et c'est pourquoi, même quand il pleut, je pense au soleil qui vient. Voilà. Merci Elsa. Je sais que ça n'a pas été facile pour lire cette lettre, parce qu'elle vous parle plus qu'à d'autres évidemment. Bien sûr. Voilà, merci en tout cas de nous avoir lu cette lettre avec votre émotion. On l'a ressenti et on espère en tout cas que ce cauchemar pour Salah, mais aussi pour tous les autres qu'il nomme d'ailleurs dans cette lettre, qui sont en prison depuis plus de 15 ans, on espère en tout cas un rayon de soleil qui puisse apparaître pour eux. Et pour Salah, merci pour à vous de lui donner, de leur donner la parole par ma voix. Merci beaucoup. Merci Elsa et bon courage et un gros bisou beaucoup à votre fiston. Merci. Au revoir. Je ne manquerai pas. Au revoir, merci. Voilà, beaucoup d'émotions, vous l'avez entendu, pour cette lettre donc de Salah Hamouri, lue par sa femme, Elsa Lefort. Vous imaginez comment ça a dû être difficile pour elle, exercice compliqué. Mais j'ai vraiment tenu à ce que ça soit elle qui la lise, parce que qui mieux que Elsa, qui connaît mieux que personne, peut-être un peu moins que sa maman et son papa, mais elle le connaît très bien Salah et elle s'occupe de son fils au quotidien. De la Palestine, nous y restons avec le coup de cœur de Redouane Moumine. France Maghreb 2, le coup de cœur. Oui, parce que Redouane va nous parler de quelques militants palestiniens. Oui, alors en fait, aujourd'hui, je vais avoir 491 coups de cœur. Alors, je voulais parler... Pas sûr d'avoir le temps. Non, on n'aura pas le temps, donc il faudra résumer. Je voulais surtout parler en fait des gens qui sont dans la même situation aujourd'hui que Salah Hamouri, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle une détention administrative sans motif d'inculpation dans les prisons israéliennes. Alors, la dernière fois que je suis venu, que tu m'as invité, c'était lundi de la semaine dernière, j'ai parlé d'une femme qui s'appelle Khalida Jarrar, qui est une députée palestinienne, avocate et engagée donc dans la libération de la Palestine, qui a été mise en détention administrative comme Salah Hamouri pour une durée de 6 mois. Et donc elle était mon premier coup de cœur. J'ai voulu également aujourd'hui vous parler de Ritam Safin. Donc Ritam Safin qui a été arrêtée le même matin que Khalida Jarrar, début juillet. Elle a été sortie de son lit par l'armée israélienne. Et donc c'est la présidente du comité de l'Union des Palestiniennes. Et donc en tant que militante féministe, elle a participé à l'auto-organisation des Palestiniennes en Cisjordanie. Elle, à notre grande joie, a été libérée fin octobre.
Donc sa mise en détention administrative s'est arrêtée, et c'est surtout grâce à l'appui de la communauté internationale, des ONG qui se sont beaucoup mobilisées. Alors elles sont de nombreuses autres personnes à être également en détention administrative. Il faut savoir que Salah Hamouri, Khalida Jarrar et Khitam Sayin, ont un point commun. Ils sont tous les trois avocats. Et ils appartiennent tous les trois à ce qu'on appellerait aujourd'hui les intellectuels de Cisjordanie. Ils posent des problèmes aujourd'hui à l'armée israélienne, ils posent des problèmes au gouvernement israélien qui, dans sa politique de colonisation, tente d'affaiblir l'opposition. Et en tout, en détention administrative aujourd'hui, il y a 490 personnes. Et parmi ces 490 personnes, il y a 56 femmes. Ces gens n'ont aucun motif d'inculpation et sont détenus donc illégalement et seront probablement jugés par des tribunaux militaire. Mon 491e coup de cœur, c'est pour Amnesty International, qui fait un travail formidable, qui est la principale ONG en France à s'occuper de la situation de ces militants des droits de l'homme, qui n'ont pas mérité d'être jugés par des tribunaux militaires, qui n'ont pas mérité d'être mis en détention, et Amnesty qui finalement sauve l'honneur de la France par ces militants qui au quotidien font quelque chose, tentent de se mobiliser pour ces militants. Voilà. Merci beaucoup Redouane pour ces 491 coups de cœur. C'était la première fois qu'on me le faisait dans le grand forum. Fallait bien que ça arrive un jour. Exactement. Et tout ça en un temps record, en à peine 2 minutes. Formidable. Dans un instant, mesdames, messieurs, un temps record aussi pour vous. Pour Libertad. Vous allez pouvoir vous exprimer dans un instant. Ne bougez pas. 01 40 33 9000. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Une émission de qualité comme je les aime avec Redouane Moumine aujourd'hui sur France Maghreb 2 avec vous chers amis auditeurs. 01 40 33 9000. On va pas perdre de temps et tout de suite passer à Libertad. 01 40 33 9000. Je ne sais pas qui vous êtes ni ce que vous allez nous dire. En tout cas, vous pouvez nous appeler maintenant, tout de suite, pendant ces quelques minutes qui nous restent. 01 40 33 9000. Allô, bonsoir. France Maghreb 2, bonsoir. Bonsoir Christophe, c'est Madani de Paris. Bonsoir Madani. Je t'appelle en fait concernant l'affaire de Clichy, en fait, la mosquée de Clichy. Il y avait eu un problème, je ne sais pas si tu te souviens, il y a 8 mois, où le maire avait expulsé une association qui gérait la mosquée au centre-ville. Donc du coup, c'est en train de partir un petit peu dans le mauvais sens, avec une mauvaise pub qui a été faite la semaine dernière lors d'une manifestation qui a été organisée par le maire. Oui, on en a parlé tout ça. Il a pas mal de... Il a été évoqué, hein. Oui, on l'a évoqué tout à l'heure, oui, Madani. Voilà, donc c'est un peu malheureux, mais voilà, il y a des preuves qui sont activantes contre lui, comme il avait promis une mosquée et tout. Il y a aussi la parole raciste qui est en train de se libérer un petit peu. Il y a beaucoup de gens qui viennent manifester pour empêcher c'est regrettable. Les musulmans de faire la prière du vendredi. Espérons pour tout le monde que ça s'arrange, Madani. Merci en tout cas d'avoir donné ton avis, parce qu'il faut qu'on aille vite dans ce Libertad. D'accord, Madani? Merci en tout cas. Bonne soirée à toi. Non, il faut qu'on laisse la parole à un maximum d'auditeurs, donc s'il vous plaît, essayez d'être le plus concis, rapide possible. 01 40 33 9000 pour intervenir maintenant. Si vous voulez nous dire un petit truc, n'importe quoi, ce que vous voulez, enfin n'importe quoi, faut que ce soit un minimum quand même constructif, hein, faut pas que ça, hein. France Maghreb 2, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, prénom et ville d'appel. Mounir, Paris. Salut Mounir, on t'écoute. Je voulais dire un gros coup de gueule à Mounir El Haddadi, le joueur l'ex-joueur du FC Barcelone là, qui a joué pour l'Espagne et qui aujourd'hui veut jouer pour le Maroc. C'est pas parce qu'ils sont qualifiés en Coupe du Monde qu'aujourd'hui ils vont prendre, hein. C'est bon. Ah, bien joué Mounir. Bien sûr. Bien joué. Bien sûr. Merci à toi pour le tac là. Voilà. À bientôt. Bonne journée. Salut, bonne soirée. Eh ouais, hein. Maintenant que le Maroc est qualifié en équipe du monde, enfin en Coupe du Monde, pardon, il y a quelques joueurs qui vont commencer à se rapprocher là, hein. Bah ouais, on les connaît les opportunistes. France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir Redouane, merci pour vos interventions aujourd'hui. Merci. Prénom et ville d'appel. Mamadou de Créteil. Bonsoir Mamadou, on t'écoute. Alors, première chose, soutien bien sûr à tous ces prisonniers qui sont en Palestine ou dans tous les pays du monde. Ouais. Et aussi, deuxième chose, c'est ce qui se passe en Libye actuellement avec ce nouvel esclavage. Oui, absolument. On en a pas encore parlé, mais là c'est dramatique, hein. Vraiment, c'est honteux. Ce qui se passe dans l'indifférence totale en plus à l'échelle internationale. Ouais.
Et la dernière chose, gros coup de gueule à l'UEF et au CFCM, bien sûr, à ne pas prendre la parole, à défendre Edoui Plenel et Pascal Boniface, tous ceux qui nous défendent bien sûr tout le temps, et à garder bien sûr le silence, voilà quoi. Ouais, le silence qui devient un peu gênant pour le coup. Merci beaucoup. Qui est un peu gênant, voilà. Ouais, merci Mamadou. À bientôt. 01 40 33 9000, on s'en fait un petit dernier. Medjed, tu m'autorises? Ouais, ouais, ok, d'accord, Medjed, tu m'autorises. Ok, ça marche. 01 40 33 9000 pour le petit dernier ou la dernière. Ce serait bien d'avoir une femme là pour le coup pour finir cette émission d'aujourd'hui. 01 40 33 9000. Une femme de Suisse par exemple, comme on a eu tout à l'heure, Rim, qui nous a appelé de Lausanne, qui ne regrette pas finalement d'être partie de la France. C'est ce qu'elle nous a dit tout à l'heure, Redouane. Ouais. Voilà. Bon bah écoute, ça peut arriver. 01 40 33 9000. France Maghreb 2, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Prénom et ville d'appel. Oui, Mounir de Paris. Mounir de Paris, qu'est-ce qui se passe? Bah écoutez, je répète et recommence à défendre Edoui Plenel parce que très franchement, je pense qu'il a pas assez de soutien et voilà, c'est une personne qui est là pour défendre les musulmans et non pas pour défendre le terrorisme. Et malheureusement, il y a trop de gens qui font l'amalgame et je tiens à dire un grand bravo à ce monsieur qui est un grand monsieur qui défend l'islam et qui ne défend pas le terrorisme. Voilà, merci Mounir. Je voulais dire. À bientôt et bonne soirée. Merci beaucoup Redouane. Ce fut un grand moment de radio là aujourd'hui avec toi. Ah super, bah écoute c'est gentil mais c'est grâce à toi surtout. Bah on remet le couvert à mon ami si tu veux bien. Eh oui. Voilà, merci à toi Redouane. Demain l'équipe de choc du vendredi, c'est Tariq Pami, c'est Morad Gouad qui sera avec nous demain entre 16h et 18h et dans un instant l'excellent, le talentueux, que dis-je, l'extraordinaire Medjed qui débarque dans votre radio pour sa bonne humeur légendaire que toutes les radios de la bande FM aimerait avoir. Et ben non, il est sur France Maghreb 2. Medjed, il est là jusqu'à 20h et il va vous régaler, j'en suis sûr. Il est pour l'heure 18h01. Bonne début de soirée à tous sur France Maghreb 2 à Paris comme partout ailleurs en France. Il est 18h01 donc. Le Flash, Marine Garel, bonsoir. Bonsoir à tous. Selon les chiffres de la police, 8000 personnes manifestent en ce moment à Paris contre les ordonnances travail. Lors des dernières manifestations interprofessionnelles, la participation était de 24 000 personnes le 12 septembre et de 16 000 personnes le 21 septembre. Et par ailleurs, mobilisation qui s'essouffle également dans les autres villes. Seulement 2000 personnes dans les rues de Nantes, moins de 1000 à Lyon et à Marseille, à l'appel de la CGT et de Force ouvrière. Le comédien Robert Hirsch, figure du théâtre français, est mort aujourd'hui à l'âge de 92 ans. Sociétaire honoraire de la Comédie Française qu'il avait rejoint en 1948, il s'est produit sur scène pour la dernière fois en 2016. Le roi des forains, Marcel Campion, débouté par la justice. Le tribunal rejette son recours contre la suppression du marché de Noël des Champs-Élysées. La décision de la ville de Paris n'a rien d'illégal. Elle provoque la colère des forains et on apprend cet après-midi qu'après le rejet de son recours, Marcel Campion va déposer un nouveau recours et cette fois devant le Conseil d'État. La France va accueillir Saad Hariri, le Premier ministre du Liban. Il accepte l'invitation d'Emmanuel Macron. Il devrait arriver à Paris dans les prochains jours avant de retourner dans son pays. Saad Hariri qui est actuellement en exil en Arabie Saoudite depuis sa démission pour protester contre la mainmise de l'Iran. Les lycéens ont choisi pour leur Goncourt 2017 Alice Zéniter, déjà récompensée par plusieurs prix pour son roman L'art de perdre, qui fait le récit de la vie d'une famille sur 3 générations meurtrie par la guerre d'Algérie et ses non-dits. Sport, en rugby, pas de changement pour le 15 de France. C'est exactement la même équipe qui sera alignée samedi face à l'Afrique du Sud pour un nouveau match test. Même groupe donc que celui battu samedi dernier par les All Blacks. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb